Cette semaine, nous avons un autre vendredi pluvieux, mais ce n'est pas grave, on se met à l'abri et on écoute info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bon vendredi à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute comme à chaque semaine. C'est l'avant-dernière semaine avant la fin de la saison de info.tvc. On va débuter avec les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Un incendie s'est déclaré hier vers 15 h dans une résidence sur la rue Sainte-Anne à Val-Brillant. Une quinzaine de pompiers sont intervenus sur cet incendie et ont fait face à un embrasement généralisé à leur arrivée sur les lieux. Le propriétaire de la résidence a été transporté au centre hospitalier après avoir été légèrement incommodé par la fumée. Mais on ne craint pas pour sa vie. Samedi dernier, vers 14 h, un accident de la route a été signalé. Un véhicule a effectué une sortie de route sur la route 297 Sud, près de la base plein air à l'entrée de Saint-Damas. La conductrice aurait perdu le contrôle de sa voiture dans une courbe en terminant sa course dans un champ. Une porte-parole de la Sûreté du Québec a précisé que la dame a été conduite au centre hospitalier pour des blessures mineures. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident. Dès le 13 juin, le ministère des Transports effectuera des travaux sur la route 132 à deux endroits sur le territoire de la vallée de la Matapédia qui causeront une entrave à la circulation. Du côté d'Amqui, les travaux s'effectueront à l'est du chemin du Golfe et la circulation s'effectuera en alternance en tout temps avec une limite de vitesse abaissée à 70 km/h. Les travaux qui consistent à la réfection d'un ponceau devraient être complétés le 23 juin. Quant aux travaux d'asphaltage à Val-Brillant, entre le chemin du Jonco et la rue Bélanger, la circulation s'effectuera en alternance du lundi au vendredi entre 6h30 et 18h30 et la limite de vitesse sera également abaissée à 70 km/h. Les travaux devraient être complétés au 1er juillet. Pour plus d'informations ou suivre l'évolution des travaux, vous êtes invité à consulter le site Québec 511. La MRC de la Matapédia invite les artistes, les organismes culturels, les travailleurs en culture, les organisations et les citoyens à participer à un atelier de réflexion le 14 juin de 18h30 à 21h à la salle de l'Hôtel de Ville de Cozaabscale. Cet atelier sera l'occasion de réfléchir collectivement à l'avenir de la culture dans la MRC de la Matapédia et aux grandes orientations de sa nouvelle politique culturelle. 3 grandes thématiques seront abordées, soit les spécificités territoriales de la MRC de la Matapédia, le patrimoine comme vecteur identitaire et l'accessibilité et la diversification de la culture. Pour participer, vous devez confirmer votre présence à Pascal Saint-Amand au 418-629-20-2053, poste 1136 ou par courriel à culture@mrcmatapédia.québec. C'est demain le 11 juin qu'aura lieu la journée familiale à Saint-Damas. Plusieurs activités vous sont offertes, telles une grande vente de garage municipal, l'heure du conte avec Sarah Dastou, un spectacle de musique avec Yannick Gagnon, la présence de la molle mobile de la chocolaterie Beljade et plein d'autres surprises. C'est une belle occasion pour les familles et amis de se rencontrer et de s'amuser. Les activités se dérouleront devant le centre communautaire de Saint-Damas. Du 13 au 19 juin se tiendra la 10e édition de la Semaine québécoise de la paternité. Depuis 2020, les partenaires Cosmos ont un souci particulier d'inclure les pères dans leurs initiatives et souhaitent lancer lors de cette semaine thématique une grande vague de « Papa, as-tu besoin d'aide ?»
Le regroupement Cosmos souhaite ainsi encourager les pères à poser cette question à d'autres pères, aux membres d'une famille à poser cette question à leur papa et aux intervenants de tendre cette perche aux pères en difficulté. Durant cette semaine, Cosmos Matapédia lancera un concours. Pour obtenir de l'information, pour participer ou partager ce concours, vous pourrez consulter la page Facebook de Cosmos Matapédia. Le mois de juin marque le retour du mois du tourisme gaspésien. Ce projet est initié par Tourisme Gaspésie et ses partenaires de l'industrie touristique afin de rapprocher les citoyens et les intervenants touristiques. Cette année, ce sont les initiatives citoyennes qui viennent bonifier l'offre touristique afin de souligner l'impact structurant sur l'offre de la région, que ce soit à travers des installations sportives, des lieux culturels, des festivités ou une offre de restauration. Parmi les 10 portraits de projets proposés, on retrouve le centre nautique Le Saumonois à Lac-aux-Saumons. Tourisme Gaspésie invite la population à découvrir ces projets qui sont disponibles à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Le 28 mai dernier, le club d'athlétisme de Sébec était représenté par 13 jeunes athlètes à la compétition régionale scolaire du RSEQ Est du Québec qui se déroulait à Rivière-du-Loup. Le club a fait bonne figure en décrochant 24 médailles. C'est un total de 10 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 3 médailles de bronze qui ont été remportées dans les catégories minimes, benjamines et cadettes, et ce dans les disciplines de la course, le saut en hauteur et en longueur, le lancer du poids, le lancer du disque et du javelot, et la course de haies. Parmi les médaillés, 5 se sont taillés une place pour le championnat provincial qui se déroulera du 10 au 12 juin à Rivière-du-Loup. Il s'agit de Maëlle Girard en saut en hauteur et en course, Charlotte Dumais en saut en hauteur et à la course de haies, Romy Santerre en course, Léa Lévesque au lancer du disque et Elisabeth Michaud au saut en hauteur. On leur souhaite bonne chance pour ce prochain championnat. C'est la fin de semaine dernière qu'avait lieu le tournoi 24 heures Frédéric Thibault, organisé par la Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand, dans l'objectif d'amasser des fonds pour le Téléthon Opération Enfant Soleil. C'est un total de 6 000 $ qui a été amassé et remis. Il est encore possible de faire un don à Opération Enfant Soleil via le site Internet que vous voyez à l'écran. Le comité organisateur est heureux d'annoncer le retour de l'événement, toujours en format 24 heures, pour juin 2023. Je vous présente le contenu de l'émission cette semaine. La semaine dernière avait lieu le vernissage de l'exposition Chamarrure et le lancement de l'exposition qui se déroulera tout le mois de juin. Cette semaine, à la chronique de la CEF, on parle de la planification budgétaire auprès des étudiants qui occupent un emploi d'été. On vous fait visiter les installations du chauffage à la biomasse à l'église d'Amkoui et on parle de la campagne de financement qui se poursuit pour subventionner ce projet. Vous avez peut-être entendu parler du balado La vie d'après. Il s'agit d'une production d'une Amkouienne bien connue ici à la TVC, Zoé Witala. Mais pour commencer, vous êtes probablement impatient de pouvoir assister à l'événement d'envergure Expérience Première Mémoire qui se déroulera du 13 juillet au 3 septembre à l'église de Cozapscal. Alors, on vous donne tous les détails après la pause. Hey Michel, connais-tu Alexis Daou-Tremblay? Alexis, je le connais, c'est pas lui qui est en chess dans le dernier bye-bye de la TVC en décembre dernier. Oui. Ah oui, hein? Et puis il était bon dans le bye-bye. C'était vraiment bon. Puis tu sais que le bye-bye, là, ça a remplacé la belle dégustation de bain fromage que la TVC de la Matapédia faisait. C'est un de leurs gros moyens de financement. Ouais. Et là, ils ont décidé de faire un bye-bye 100% matapédien et de le faire virtuel. Tu pouvais acheter ton lien, t'asseoir chez vous, prendre une petite coupe de vin en leur santé et écouter ça. C'est encore un gros moyen de financement pour la TVC. Puis, on a toujours des choses assez drôles et des potins matapédiens assez savoureux. Ils sont dynamiques, puis je te dis, ce monde-là, ça se revire de bord assez vite. Hein?
En tout cas, moi, à chaque année, je check ça. C'est vraiment bon, le bye-bye. Oui, puis depuis qu'ils font plus la dégustation, ils ont pas mal à la tête pendant un mois de temps. Aussi. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Cet été, la population et les visiteurs auront le droit d'assister à une expérience inédite à l'église de Cozapscal. C'est l'expérience Première Mémoire, qui est une fresque lumineuse qui va permettre de raconter l'histoire de la ville. Mais pour nous en parler plus longuement de cet événement qui s'en vient, j'ai avec moi André Fournier, qui est président du comité organisateur. Bonjour André. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On a un bel événement qui s'en vient cet été. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que l'expérience Première Mémoire? OK. L'expérience Première Mémoire, c'est une projection lumineuse à l'intérieur de l'église. Donc, on a une église à Cozapscal qui est tout de blanc vêtu, qui est immense, avec des colonnes un peu partout. Et on a écrit, en fait, je vais vous parler de l'écrivain qui s'appelle Alain Dubé, un natif de Cozapscal. Il a écrit l'histoire de Cozapscal et il va la reproduire en lumière. Donc actuellement, la pièce est écrite, c'est en 5 actes. Donc ça, c'est tout fini, cette partie-là. Et on est en train de terminer de leur côté. C'est Novum Technologies Interaction qui font le travail. Donc c'est vraiment une projection lumineuse. Et l'église a été scannée en 2020. Scanné, ça veut dire au millimètre près. Toutes les colonnes ont été scannées au millimètre près. Toutes les statues, tout ce qui est à l'intérieur de l'église a été scanné. Ce qui fait que la lumière, si on projette du bleu à quelque part, ça va être bleu au millimètre près où on a décidé de le mettre. Donc, c'est vraiment très, très précis. Mais ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est vraiment l'histoire de Cozapscal. Donc, de sa naissance, depuis maintenant 125 ans que la municipalité existe, on va raconter l'histoire, donc, des gens qui étaient là avant, les premiers qui sont arrivés, comment ça... On se souvient, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, il y avait de la drave à la rivière Cozapscal. Donc, toute cette histoire-là va être reproduite en lumière. On appelle ça aussi du mapping architectural. Donc, c'est une projection lumineuse sur l'architecture d'un bâtiment qui est patrimonial, donc l'église de Cozapscal. Donc là, ils ont scanné pour savoir où ils plaçaient les lumières. Est-ce que l'installation a commencé? Non, l'installation va se faire à la fin du mois de juin. Donc, il va y avoir plusieurs très gros projecteurs qui sont installés là, dans les jubés, donc en hauteur un petit peu. Ils vont être invisibles pour les gens qui vont fréquenter l'église. Là, ça va être bien camouflé. Mais je pense que c'est une douzaine de projecteurs qui vont projeter l'histoire sur l'ensemble de la voûte de l'église, sur les murs, sur les colonnes de l'église, dans la partie centrale de la nef, finalement. OK. Oui, parce que là, il faut mentionner que c'est pas juste pour une journée, là, ça va être tout l'été. C'est quoi les dates? Effectivement, on va faire 4 représentations par semaine. À partir on a la grande première là, qui va être avec les médias seulement, qui est le 6 juillet. Mais pour les publics, la première, c'est le 13 juillet. Puis à partir de là, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, il va y avoir des représentations à 21h. Donc on attend vraiment que le soleil se couche. Un petit peu plus tôt quand on va arriver au mois d'août parce que le soleil se couche plus tôt, 20h30. Donc c'est vraiment un spectacle qui se fait en soirée. Okay. Il pourra y avoir lors des grandes festivités du 125e et de Fort Cozap une deuxième projection plus tard. Okay. Peut-être vers 22h, de façon à satisfaire les gens qui vont vouloir venir voir le spectacle. C'est ça, mais à la base, ce spectacle-là, il est créé pour le 125e de Cozapscal, je comprends bien. En fait, lorsqu'on a travaillé ça au départ, on remonte en 2019, lorsque M. Alain Dubé est venu nous rencontrer. Il nous a fait un petit montage dans ce qu'on appelle la Pietà dans l'église. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, la fabrique de Cozapscal, le conseil municipal, la commission de développement. Tout le monde était enchanté de voir ce qu'il pouvait faire avec les lumières. C'est de là que l'idée s'est développée. On a accepté d'avancer là-dedans. Puis on avait décidé à ce moment-là de le partir en même temps que le 125e parce qu'on sait qu'il va y avoir affluence. Mais on prévoit le faire en 2023 et en 2024. Donc on est parti normalement pour 3 ans dans un ordre de 32 à 40 représentations par année.
OK. Et les années qui vont suivre, est-ce que ça va être exactement le même scénario ou il va y avoir des modifications qui peuvent être Non, apportées? l'histoire continue d'avancer. Donc, l'histoire de Cause Fiscale va être dans 1 an, dans 2 ans, elle va être ailleurs. Okay. Donc, on va continuer de l'améliorer puis de la rendre contemporaine. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'ils ouais. voient la première année, ceux qui vont le voir cette année, peuvent retourner les autres années puis vont voir l'évolution. C'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. Et puis, justement, d'ailleurs, ben ça doit être quand même un projet qui est quand même assez dispendieux, j'imagine. Et oui. Au mois de mars, vous avez fait une campagne de financement. Je pense que ça s'est bien déroulé. Oui, effectivement, on est dans la campagne, on est actuellement là. Okay. Puis ça va bien. Entre autres, les entreprises là, répondent très bien. On est déjà rendu, si on parle sur 3 ans, là, on est à 60 % de notre objectif. Donc, okay. Ça va bien. Pour la présente année, notre objectif serait atteint, mais on répartit sur 3 ans. Plusieurs donateurs se sont engagés pour les 3 prochaines années. Ils ont donné un montant cette année, ils vont reconduire dans les 2 prochaines années. Fait que ça avance bien de ce côté-là. C'est du gros travail qui a été fait par Odile Leroy, entre autres, qui est membre du comité, qui est très, très connu à Cause Fiscale, puis qui est vraiment impliqué jusqu'au cou dans ce beau projet-là. Et donc, là, s'il y a encore d'autres donateurs qui sont intéressés, c'est encore possible de donner. C'est toujours possible. Il s'agit de contacter Odile ou moi, éventuellement, si les gens me connaissent. Ça nous fera plaisir de les rencontrer, leur expliquer c'est quoi les contreparties. On a aussi, bien sûr, la Caisse des Jardins de la vallée de la Matapédia. Donc, on avait présenté notre projet à la Fédération des caisses, puis à la Caisse populaire de la vallée de la Matapédia. On a eu un très, très bon appui ici là, de la Caisse populaire, la Caisse des Jardins de Matapédia, avec les gens qui sont en place, avec le conseil d'administration. Ça a été un coup de cœur pour eux autres, c'est ce qu'on me dit. Donc, on a eu un montant de 100 000 $ qui est octroyé par la Fédération et de 20 000 $ par le FADM, Fonds de développement culturel du côté de la Caisse des Jardins. Donc, c'est 120 000 $ pour partir le projet. Donc, ça a été une bonne bouffée d'air. Ça nous a dit, OK, avec ça, on est capable de partir, on y va. Il fallait prendre une décision à un moment donné. On a eu un bon coup de main de la Caisse. Et puis là, cet été, là, tu me mentionnais aussi que les billets sont en vente maintenant? Oui, effectivement. On a un site Facebook. Les billets vont être en vente en ligne. On va privilégier la vente en ligne le plus possible. Donc, les gens peuvent déjà commencer. Là, si ce n'est pas déjà en ligne, dans les prochains jours, ça va être possible de pouvoir aller acheter ses billets, réserver ses dates, ses heures. Donc, les calendriers sont tous faits. Fait qu'on avance rondement pour qu'on soit prêt là, pour la première le 13. Bien, parfait. On a bien hâte de voir ça. Bien, merci André d'être venu nous en parler. Puis je pense que les gens ont bien hâte là, d'aller voir ce beau spectacle-là. Je pense que ça va être très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Puis j'invite toute la population matapédienne. On vise le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick. Il y a de la place. Là, on peut accueillir jusqu'à 300 personnes par soir. Donc, on est capable de voir pas mal de monde. Puis peut-être un petit ajout intéressant. Lorsqu'on a travaillé sur ce projet-là, on voulait augmenter aussi le nombre de nuitées dans la vallée de la Matapédia. Parce que souvent, les gens, ils passent, c'est connu, ils s'en vont vers la Gaspésie, Percé. On voudrait qu'ils arrêtent un petit peu plus longtemps chez nous, puis c'est difficile. Alors, on a des spectacles en fin de soirée. Donc, ça peut être incitatif, là, est-ce que les gens restent un petit peu plus longtemps? Puis c'est des retombées de 1 demi-million qu'on peut anticiper, des retombées socio-économiques en hébergement, en restauration, tout autour d'un événement comme ça. Ce qui est intéressant, pas juste pour Cause Fiscale, mais pour l'ensemble de la Matapédia. Ça va être un bel événement touristique, là, les gens qui passent. Effectivement. Tu t'arrêtes là, le soir, tu regardes ça, le lendemain, tu repars, puis c'est parfait. Fait que bienvenue à Cause Fiscale, les gens qui veulent arrêter, il va y avoir Fort Cause-App, le 125e, puis ça fait partie de tout ça. Puis les anciens qui sont venus au monde à Cause Fiscale, qui veulent connaître leur histoire, bien, on vous invite à venir vous voir. Oui, bien, intéressant aussi. Hein? Ouais. Il y a des nouveaux arrivants aussi, fait que c'est intéressant à découvrir également. C'est ça. Bien, merci. Bien, ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Donc, ne manquez pas, ça va être du 13 juillet au 3 septembre, l'expérience première mémoire à l'église de Cause Fiscale. Et pour soit vous achetez vos billets ou vous avez des questions, vous pouvez contacter le 418-756-3444, poste 1332. Et vous pouvez acheter vos billets là, par l'entremise du site lepointdevente.com.
mois de mars dernier, on vous a présenté un reportage sur le programme éducatif artistique Chamarrure qui s'adressait aux élèves du préscolaire de la Matapédia. On nous avait parlé d'une exposition à la fin du programme. Voilà, aujourd'hui, je suis au centre récréo-culturel d'Amqui pour le vernissage des projets du programme Chamarrure. Alors, on vous présente le résultat. Je suis présentement avec Maude Blais, céramiste. Bonjour Maude. Bonjour. Toi, tu as participé au projet de céramique, c'est sûr. Alors, avec les jeunes qui ont fait, à quoi on peut s'attendre dans l'exposition des œuvres qui ont été faites? Bien, moi, dans le fond, j'ai voulu représenter un potager. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 8 grandes tuiles en céramique, en porcelaine. Puis j'ai ajouté les éléments de modelage que les enfants ont fait dessus. Donc, c'est ça, je les ai peinturés à la maison, je les ai cuits, puis là, je les ai ramenés au centre récréo-culturel pour montrer un peu le potager. Au milieu, on a une rivière qui a été faite par Sandra. Puis Pierre, lui, c'était plus au niveau des airs. Il a mis la suspension avec les dessins qu'il avait fait avec les enfants. Et comment ça s'est passé l'atelier avec les enfants? Bien, c'était très enrichissant parce que les enfants sont vraiment spontanés. Moi, j'avais apporté un petit peu, j'avais montré les travaux que je faisais. J'avais apporté des tasses, des bols. Je leur ai expliqué mon métier. Puis par la suite, il y en a qui n'ont pas suivi la thématique, qui ont fait des tasses et des bols, eux autres aussi. Fait que c'était super cute, là. C'était vraiment le fun. C'était très agréable. Est-ce que c'est la première fois que tu participais à un type de projet? De ce genre-là, j'avais participé aussi à la 2e édition qui s'appelait « Moi à l'œuvre » à l'époque. Puis c'est ça, j'avais proposé autre chose, mais c'était toujours dans le thème de l'argile. Est-ce que tu es surprise des résultats que ça l'a donné? Bien, oui, c'est sûr qu'en mettant tout ça, en mettant de la couleur, je trouve ça super beau. Tu sais, moi, personnellement, j'en fais pas tant que ça du modelage, puis je suis toujours surprise de voir que les enfants, c'est intuitif chez eux de faire ça. En tout cas, si vous venez voir l'exposition, vous allez voir que c'est super beau, puis ils réussissent à faire quelque chose de très figuratif aussi, là. Donc, de la facilité, ce que je comprends, là, à faire des formes avec la glaise ou c'est avec quoi qu'ils ont travaillé? Avec l'argile, oui. Puis c'était de la porcelaine, fait que ça, c'est blanc au départ. Puis moi, j'ai ramené ça chez moi à la maison, j'ai mis les couleurs, je les ai cuits 2 fois. Puis j'ai mis de l'émail aussi, fait que c'est ça qui donne l'effet tout brillant là, sur les pièces. Est-ce que les enfants ont vu le résultat final de leur œuvre? Non, c'est ça. Ils vont être invités à venir voir ça en visite guidée la semaine prochaine. Puis on va être là tout le mois de juin aussi en exposition ici. Ouais. Ils vont découvrir ça en même temps que tout le monde, là, ce qu'ils ont fait. C'est ça, exactement. C'est une œuvre collective. Ouais. Bien, merci beaucoup, Maude, puis félicitations pour ce beau projet. Bien, merci. Je suis avec Pierre Durette, un artiste en art visuel qui a participé au programme Chamarrure. Bonjour, Pierre. Allô? Donc, quel était ton apport dans ce programme-là? J'ai fait un atelier de dessin avec les jeunes des maternelles de la Matapédia. Puis c'est ça. Puis c'était divisé en 2 volets. Le premier, c'était assez intuitif là, pour se dégourdir les mains. Ça veut dire avec Xavier Sénéchal qui faisait de la musique. On allait vite. J'avais fait des dessins un peu comme des dessins coloriés, juste la ligne de contour. Puis là, il dessinait vite selon la musique, ça était vite, lente aussi, elle allait en ponctuation. Fait que là, c'était vraiment un petit atelier pour qu'ils se dégênent, qu'ils se dégourdissent. Puis après, j'avais fait des sortes de stencils, là, des pochoirs en plastique, en des formes divers, là, de la faune, de la flore, tout ça. Puis là, ils pouvaient faire le contour. Puis une fois qu'ils avaient fait le contour, là, ils pouvaient dessiner à l'intérieur. Puis c'est ce que ça donne aujourd'hui, c'est ça qui est exposé aujourd'hui? Oui, exactement. On avait avec Sandra et Maude qui ont travaillé du dessin et Maude pour la céramique. On avait l'idée de base, c'était de créer une sorte de paysage. Ça veut dire que Sandra a travaillé avec la rivière, qu'on peut voir avec du collage, du dessin. Maude, elle a fait qu'est-ce qui était plus potager, avec les légumes, tout ça, qu'est-ce qui était la terre. Puis moi, avec mes dessins, c'était vraiment éclaté là, avec diverses formes, un peu comme quand on fait un jeu, puis on est au sol, puis on regarde les nuages, puis on voit des animaux, tout ça. Est-ce que c'est la première fois que tu participais à un projet comme celui-là? Ben non. J'ai participé depuis le début, parce que c'est un projet qui a été initié à Kamouraska depuis plusieurs années, qui s'appelle « Moi à l'œuvre ».
Puis Mon élève a fait, je crois, 2 éditions. Puis là, c'est la première année que c'est la Matapédia qui a tout repris en charge, qu'on n'est plus avec Kamouraska. Puis là, c'est pour ça que le titre a changé, le nom du projet, Chamarrure, en fait. Fait que c'est la 3e fois que je le fais. Ouais. Puis commencer à travailler avec les enfants? Moi, je suis tout ça dans mon atelier, généralement. Fait que c'est sûr que c'est assez différent. Mais tu sais, ça a l'air cliché, là, de dire « il y a une fraîcheur avec les jeunes », mais c'est vrai, comme moi, comme que je disais tout à l'heure, il y a mon dessin, moi je suis dessinateur, puis je crois qu'il y a quelqu'un qui est habile, habile autant que moi, là, est capable d'imiter mon dessin facilement, mais si on en regarde là, il y a... C'est très difficile ou pratiquement impossible d'imiter un dessin d'enfant. Des fois, si on a moins de sensibilité, on voit que c'est des gribouillis. Mais si on se force un peu puis qu'on sort du carcan un peu académique qu'on a puis qu'on se laisse imprégner par les couleurs puis la vitalité de la ligne puis l'amour de la ligne, en fait, qu'est-ce qui est l'amour du réel, du dessin puis des arts. Là. Fait que on voit tout... c'est grandiose, pareil, puis c'est presque, là, ça fait judéo-chrétien, là, mais il y a quelque chose de pur dans le dessin d'enfant qu'on retrouve pas dans d'autres sortes de dessins. Quand on devient adulte. Oui, exactement. T'sais, les autres, ils le font, ils l'ont pas fait en pensant, même s'ils savaient qu'il y avait une expo, ils l'ont pas fait dans le cadre de l'expo. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient maintenant, dans le moment présent, il y avait des crayons, il y avait une activité, puis ils étaient contents de le faire. T'sais, sans arrière-pensée qu'on peut avoir quand c'est notre métier, là, de OK, il faut le vendre ou il faut le mettre c'est ça. Il n'y avait pas cette pensée-là. Ils se sont juste laissés aller, ils se sont allés avec le moment, avec comment ça se passait et tout. Oui, exactement. Oui, puis c'est super le fun. Puis ça permet de voir la jeunesse, là, de toute la Matapédia, puis qu'on se rend compte qu'on a un bel avenir. Là. Si le programme Chamarrure revient l'année prochaine, est-ce que c'est une expérience que tu aurais le goût de répéter? C'est sûr que j'ai tout le temps dit que j'aimerais quand même laisser ma place pour pas tout accaparer. Sauf que là, ma plus vieille des filles, elle rentre à maternelle l'année prochaine. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça j'aimerais ça être dans sa classe une fois, mais en même temps, je ferais pas mon gros bébé s'il y a d'autres mondes qui veulent le faire. Merci beaucoup, Pierre. Ouais, merci à toi. Pas d'exposition. Oui, merci. À toi aussi. Vous aurez tout le mois de juin pour venir admirer les œuvres et le talent créatif des enfants de la Matapédia. L'exposition est en cours ici au Centre récréo-culturel de Amqui jusqu'à la fin du mois de juin. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Cette semaine, à la chronique de l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, on parle des emplois d'été avec une nouvelle invitée que je vous présente dans quelques secondes. Je suis en compagnie de Magali Jean, qui est intervenante en consultation budgétaire à l'ACEF. Bonjour Magali. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue. C'est ta première visite ici à la TVC. Merci. Bon, donc, un grand titre, intervenante en consultation budgétaire. Qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, moi, mon rôle à l'ACEF, c'est vraiment d'accompagner les gens, d'être là pour les gens, pour pouvoir les aider dans leurs problématiques financières, dans tous leurs questionnements au niveau des finances, faire un budget, ainsi que la protection du consommateur. Donc, si jamais les gens sont floués par X compagnie ou quelque chose comme ça, ça va être de faire en sorte de faire défendre leurs droits au niveau de l'OPC. Avoir une référence, avoir une aide, si des fois on est mal pris dans une situation qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir. C'est en fait. Ce qui arrive souvent. C'est ça. Mais à la base, c'est ça. On fait beaucoup de budget là, avec les gens, on les conseille beaucoup. On ne leur donne pas la solution, on leur offre des solutions, puis on les accompagne, on leur tient la main pour qu'ils puissent trouver la meilleure solution pour leurs problématiques. Oui, c'est à eux à résoudre le problème. Et vous les accompagnez pour être sûr qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est en et qu'ils savent comment prendre une décision éclairée. C'est ça. Donc, comme j'ai mentionné, on parle d'emploi d'été. On va l'apporter un peu sur une autre version. Là, on ne parlera pas de la recherche d'emploi d'été parce que là, on sait avec l'arrivée de l'été, la fin des études, il y a beaucoup d'étudiants qui vont travailler. Il y en a certains, c'est leur première expérience. Hey, c'est tout beau, je deviens autonome, je gagne mon argent. Mais là, c'est quand même travailler
les premières expériences, c'est quand même beaucoup de responsabilités aussi. Oui, et, en effet, c'est vraiment beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de sous à gérer aussi. Généralement, même si ce n'est pas des gros montants que les jeunes vont gagner, c'est de comprendre les sous, où qu'ils vont, comment ils se gagnent, le budget. De se faire vraiment un budget afin de justement là, pas tout dépenser là, en une journée dans des petites gâteries de jeunes. Là. Comment gérer son argent? Parce que souvent, des fois, quand on a nos premières expériences, souvent, on est encore chez nos parents, fait qu'on n'a pas de dépenses de loyer. Fait que, étant donné qu'on n'a pas de grosses responsabilités, on s'imagine comme « Ah, ben là, je peux tout dépenser en gâterie, faire n'importe quoi. » Mais il faut quand même prévoir que si tu poursuis au cégep, à l'université, après, ça coûte de l'argent. Et comment on organise son argent? Bien, c'est ça. C'est l'avantage de commencer à travailler comme étant étudiant, c'est de pouvoir épargner pour ne pas justement arriver au cégep ou à l'université en étant un étudiant fauché. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment un étudiant, normalement, a comment je pourrais dire ça, ce stéréotype-là. Donc, on dépense tout au début. Généralement, c'est dans les parties, dans les choses comme ça, mais c'est vraiment de pouvoir faire un budget, d'épargner des sous pour être capable puis être en mesure de pouvoir subvenir à nos besoins là, une fois qu'on commence l'école, une fois qu'on est à notre charge. Concrètement, là, on a notre paye, on a notre argent. C'est quoi tu conseilles? Bon, combien on doit pouvoir évaluer combien je peux dépenser, combien je mets de côté, comment ça fonctionne, comment on évalue ça? Bien, dans le fond, nous, notre truc, généralement, un budget, on le fait sur 3 mois. Sur 1 mois, c'est pas tellement juste. Donc, on le fait vraiment sur 3 mois. On prend les 3 derniers mois, on conserve tous nos relevés de compte, puis on voit où qu'on a nos dépenses. On évalue à ce moment-là la différence entre l'entrée d'argent et la sortie d'argent. Puis, on peut voir s'il y a des excès. C'est sûr que des fois, on va se dire « Ah, ben c'est pas grave, tu sais, j'ai dépensé 50 $ ce mois-ci en restaurant. » Mais une fois que tu as ton relevé de compte devant toi, tu vas réaliser que « Oh, peut-être j'ai dépensé 200 ». Donc, c'est important de garder nos relevés d'emploi justement pour vous... Nos relevés de carte. Justement pour voir si nos dépenses sont vraiment supérieures à nos revenus. Pour pouvoir faire un réajustement le mois d'après. Bon, j'ai peut-être dépensé un petit peu trop, fait que ce mois-ci, je vais dépenser un petit peu moins, je vais m'en mettre un petit peu plus de côté. Mais c'est ça. C'est sans nécessairement s'empêcher, sans nécessairement se priver, mais peut-être juste se resserrer la vis un peu, puis en étant jeune, en commençant à faire un budget, parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, faire un budget, faire de la planification financière. On n'apprend pas ça à l'école, donc c'est en étant plus jeune, en commençant les emplois d'été, en étant étudiant, en posant des questions aux parents, parce que des fois, c'est des sujets tabous dans les familles. Donc, c'est en demandant des conseils qu'on réussit vraiment à se mettre des sous de côté là, pour le futur. C'est en étant plus jeune, en commençant plus jeune à se mettre des sous de côté, que c'est beaucoup plus rentable. C'est ça, justement, tu en parles des parents. C'est quoi le rôle des parents, justement, à ce niveau-là? C'est quoi comment les parents peuvent intervenir auprès de leurs jeunes? Bien, moi, je dirais en communiquant. C'est la meilleure solution. C'est pas en mettant des restrictions. C'est vraiment en communiquant, en s'assoyant avec eux, en leur expliquant que là, ils travaillent pour gagner leurs sous, donc ils sont plus conscients du prix de la vie, du coût de la vie. Donc, c'est peut-être en demandant une allocation comme pour le cellulaire, des choses comme ça, pour que le jeune soit vraiment plus en mesure de pouvoir gérer lui-même ses factures. C'est sûr qu'un jeune de 16 ans ne peut pas nécessairement avoir son cellulaire à son nom, mais il est capable d'aider s'il travaille pour payer le cellulaire. Ou payer pour aider l'épicerie, ou des fois, il y a des parents qui vont faire « Ah, tu restes encore à la maison, ben donne-moi un montant comme pour louer ta chambre, ou vu que maintenant que tu es autonome. » Donc, c'est une façon d'aider les jeunes à faire un budget puis à prévoir quand ils ont un salaire, il faut qu'ils gardent quand même une partie pour des dépenses essentielles. Bien, c'est ça. C'est ça, parce que généralement, quand on part de chez nos parents au cégep ou à l'université, on n'est pas conscient du coût de la vie. On n'est pas conscient de tout ce que ça engendre, vraiment, de partir en appartement, d'être autonome. Puis, tu sais, c'est pas juste une question financière, c'est aussi une question autonomie. Faire son lavage, se faire à manger, tu sais, c'est des choses comme ça. Donc, c'est en commençant un emploi d'été, c'est en devenant un adulte tranquillement pas vite, puis en prenant les responsabilités d'un adulte. Et là, c'est sûr que c'est pas toujours évident non plus pour les parents de faire ça. Il y en a des fois, ça va bien. Des fois, avec les jeunes, ça va moins bien. Ah non, je veux pas que mes parents s'occupent de mes affaires. J'imagine qu'ils peuvent aller te voir ou aller voir d'autres personnes qui peuvent les aider justement à discuter de comment construire un budget. Bien oui, en effet, c'est sûr que nous, à la CEF,
c'est notre travail de faire ça. Donc, le parent peut venir avec le jeune, justement pour qu'on puisse répondre à ces questions, puis qu'on puisse l'aider à y se faire un petit budget pour se mettre des sous de côté pour le futur. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Magali. Puis je vais inviter les jeunes, justement. Si vous ne savez pas trop comment gérer votre argent quand vous avez vos premières payes, bien, vous pouvez contacter l'organisme de la CEF ou vous pouvez là, en discuter là, avec vos parents. Il y a plusieurs solutions pour vous aider, mais c'est important là, de bien apprendre à gérer votre argent. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le conseil de la fabrique d'Amqui a débuté son projet de doter l'Église et le presbytère d'un nouveau système de chauffage par biomasse forestière résiduelle. D'ailleurs, depuis le mois d'octobre, une campagne de financement a été lancée pour soutenir le projet. On va aller rencontrer Daniel Thériault qui va nous montrer les installations et nous expliquer comment ça fonctionne. Daniel Thériault, vous êtes le responsable de ce projet de chauffage pour l'Église et le presbytère, un chauffage par biomasse forestière résiduelle. Donc, on voit c'est des nouvelles machines, c'est une grosse installation. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est? Bien sûr. En premier, je voudrais vous dire que pour ce qui est de biomasse, ces équipements-là fonctionnent avec du granule de bois. C'est, selon le ministère des Énergies renouvelables, ça fait partie, comme vous venez de dire, des biomasses. Ce système-là, est un système Ökofen qui est fabriqué en Autriche. Ici, je suis aux côtés de la principale machine qui, elle, contrôle les autres. C'est tout contrôlé électroniquement. C'est un système qui se charge automatiquement, les besoins en granules par aspiration. Ensuite, d'abord, c'est amené par une vis sans fin qui est à l'intérieur de la réserve de granules. Le système chauffe son eau qui est ensuite transférée vers moi dans 3 grandes réserves de 100 gallons chacune, un peu comme un chauffe-eau. Et par la suite redirigée vers les fameux calorifères dans l'église, vers le presbytère également. Et comment ça s'est passé, toute cette installation-là? Parce qu'il fallait défaire l'ancienne installation pour installer ce nouvel équipement? Oui, c'était quand même une bonne opération. C'était d'abord effectué par la plomberie KRTB de Rivière-du-Loup qui se spécialise dans ce type d'installation-là. Il a fallu d'abord sortir les anciennes fournaises à l'huile, refermer le trou, parce qu'il y avait quand même un trou, anciennement, ils mettaient ça dans un puits. Il a rentré au moins 6 voyages de 10 roues de matériel concassé sous ça, fabriqué une dalle de béton pour pouvoir ensuite installer la réserve là-dessus. Ensuite, Rivière-du-Loup, KRTB, sont venus, ils ont fait le montage de leur machine. Le raccord d'évacuation d'air chaud est fait à l'intérieur de nos anciennes cheminées. Et par la suite, tout le système de plomberie, tout ce que vous voyez de nouveaux tuyaux, c'était fait par eux. Ça a commencé en août, et puis la mise en marche a eu lieu le 2 décembre 2021. C'est quand même un projet qui est dispendieux, donc c'est quoi les avantages de ce nouveau système? Parce qu'avant, j'imagine, c'est un chauffage électrique? Avant ça, c'était un chauffage, un genre biénergie. On chauffait surtout au mazout, à l'huile de chauffage. Plus ou moins 50 000 $ par année avec l'électricité, les deux combinés, avec le presbytère, bien sûr. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on économise, on prévoit économiser entre 15 et 17 000 $ s'il n'est pas négligé. Et puis, l'élimination des gaz à effet de serre de 80 tonnes par année. Ça fait que c'était un peu là-dessus aussi qu'on a réussi à avoir une subvention de 102 000 $ du ministère d'Énergie et Ressources. Oui, avec cette subvention-là. Puis en plus, l'année dernière, vous avez fait une campagne de financement pour vous aider justement à financer ce projet. Comment ça s'est passé, cette campagne de financement? C'est sûr qu'elle est très lente. Je dois vous avouer sincèrement, va falloir faire une relance là, bientôt. Là. On n'a pas atteint nos objectifs, que ce soit pour le granule, ça a quand même bien été. Pour le chauffage, on a eu une bonne réponse, mais il nous manque encore quelques sous. Là, de toute façon, on va vous en informer plus amplement dans l'avenir. Mais le clocher aussi, c'est... disons qu'on court beaucoup après les sous. On fait notre part pour faire des grandes économies. Là, tout est fait bénévolement. D'ailleurs, au niveau de... Je viens ici l'hiver, je surveille des machines. Ils sont reliés aussi en passant avec nos cellulaires, moi puis un autre, Marc Guillet. Ça fait que c'est l'avantage d'une surveillance étroite.
Mais je vous dirais que pour l'instant, là, on a hâte là, vraiment de conclure là, le financement. Là. C'est un peu ce qui est lourd. Là. Donc là, on voit il y a 3 machines d'installer. Est-ce que l'installation est complétée ou il reste encore des choses à faire? Il reste une petite modification à la boîte, tout simplement, parce que les vis sans fin ne sont pas assez longues. Ça va se faire dans les prochains jours. Aussi, je voudrais vous expliquer, ce système-là, ce qui a l'avantage aussi, se nettoie tout seul. Hein, il est presque autosuffisant. Comme je vous disais tout à l'heure, il se remplit tout seul. Et puis, lorsque vous atteignez un certain degré de cendre, c'est tout simplement évacué ici par cette petite vis ici à l'arrière. Ça remonte à ce petit réservoir-là. Ensuite, je vais le déposer dans d'autres réservoirs, puis je l'emmène à l'extérieur. Ces choses-là, l'an prochain, cette année, je n'ai pas pu le faire, mais ça fait partie, on peut le récupérer dans les fameux bacs bruns. Donc, il va y avoir un bac brun prévu pour récupérer les cendres, pour pouvoir les acheminer à l'écosite. Donc, là, présentement, le système de chauffage n'est pas débuté. C'est-tu décommencé ou ça commence bientôt? Ça a commencé le 2 décembre 2021, comme je vous ai dit tout à l'heure. On prévoyait brûler 110 tonnes de granules, mais seulement on s'en est bien sorti avec 80 tonnes de granules. C'est sûr que ça m'aurait pris 5 tonnes de plus, parce que j'ai arrêté le système un petit peu avant pour le transférer sur l'électricité, mais ça n'a pas trop grugé là, notre électricité. Là. Ça s'équivaut pas mal. Là. C'est surtout dans les temps doux, c'est surtout dans les gros temps froids hein, que ce système-là est très performant. Là. D'où là l'économie de l'électricité, parce que si le système de base ne fournit pas puis que l'électricité embarque, là, on change vraiment de braquette, de tarif au niveau de la consommation d'électricité. Ça fait que de ce temps-ci, l'Hydro, justement, parlait là, de faire notre part là, au niveau de réduire nos consommations d'électricité. Je pense qu'on a fait nos devoirs pas mal cette année parce qu'avec les dernières factures d'électricité qu'on a eues, ça démontre réellement là, que c'est efficace. Bon, c'est ça, ça fonctionne bien. Là, vous avez pu le tester, c'est que ça va très bien. Fait que c'est un bon choix. Là. C'est un excellent choix, je peux vous dire. Moi, j'ai pas eu de problème. Là, c'est des petits ajustements mineurs, parce que c'est sûr, c'est de l'électronique. Hein? Moi, j'étais un bon manuel, mais il a fallu que je me mette un petit peu à l'électronique. Mais on est chanceux, on a un bon contact à celui qui a procédé à la mise en marche. Je suis en contact tout le temps avec lui. Même lui est relié à notre système informatique. Fait que s'il y a quelque chose, on s'appelle, je viens ici. Je programme ce que ça a besoin, ça prend 5 minutes, puis tout se fait. Mais c'est vraiment des choses minimes au niveau des températures qui peuvent monter un petit peu trop hautes, où j'ai besoin aussi, dans cette période de l'hiver, de remonter ma température quand même à 180 degrés, hein, parce que l'eau est chauffée à 180. Ensuite, quand les temps doux sont là, je la redescends à 160, il n'y a pas de problème. C'est facile à gérer, c'est facile à contrôler. Ah, c'est... je suis content que ce ne soit pas plus dur que ça, comme je vous l'ai dit. Ça va bien, puis c'est très agréable. Hein. Vous voyez, c'est propre, puis ça dégage très peu de poussière. Moi, en tout cas, on a fait un bon choix, je peux vous dire ça. Là, c'est complété, là. Il n'y en aura pas d'autres, c'est juste ces 3-là? Il y a juste ces 3-là pour l'instant, malgré que j'avais gardé une place pour une 4e au cas où qu'on en aurait besoin. Où on peut même aussi chauffer un autre immeuble à partir d'ici. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire un jour, dire on verra s'il y a un immeuble à proximité qui désire être chauffé. Ça chauffe quand même assez... ça chauffe une église puis un presbytère à l'heure actuelle avec trois machines. On peut penser que s'il arriverait un petit immeuble ici pas loin autour, là, des carburants d'eau chaude, on serait probablement en mesure de le fournir. Parce qu'à l'heure actuelle, le conduit qui part d'ici puis qui s'en va jusqu'au presbytère mesure quand même 140 pieds de long, enterré à 6 pieds sous terre, et puis avec un isolant par-dessus. Écoutez, le retour de chaleur, je peux pas parler de 1 degré de différence. Là, tellement ça revient chaud. Là, ça rentre chaud, ça ressort presque autant. Là, donc, plus efficace, plus économique, c'est ça qu'on voulait. Ah, c'est mission accomplie, ça, je peux vous dire ça. Ça, c'était un des projets au niveau du chauffage. Là, vous parliez tantôt aussi de la restauration du clocher. On en est où dans ce projet-là? On a confié le mandat à une firme qui elle-même va chapeauter tout le travail. Elle va s'occuper d'aller en appel d'offres. Elle va monter un cahier de charges d'abord, bien sûr. Elle va aller en appel d'offres. Et puis, il devrait procéder, comme en août-septembre, là, à la réfection. Ça nous laisse un peu de temps encore pour pouvoir ramasser les sous qui nous manquent à l'heure actuelle. On espère que la population va répondre. Dire, écoutez, notre église, c'est un peu comme une grande maison familiale. Hein? Moi, chez nous, j'ai une grande maison. Je suis content que la visite arrive, j'ai de la place pour les loger.
Bien, c'est un peu ça, l'Église. On veut les garder parce qu'il y a quand même certains événements. On est bien content de l'avoir, notre Église. Ça fait que c'est pour ça que je travaille fort avec d'autres personnes, bénévoles comme moi, pour la conserver. Bien, Daniel Thériault, merci beaucoup. C'était fort intéressant d'apprendre ce nouveau système de chauffage. Bien, ça me fait plaisir. Et on invite les gens, ceux qui veulent contribuer justement à la sauvegarde de l'Église pour aider pour les paiements du chauffage et la restauration du clocher. Bien, si vous avez envie de contribuer, bien, vous pouvez là, faire des dons à la fabrique d'Amqui. Oui, ça sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Après avoir traversé l'épreuve du cancer, elle a eu l'idée de partir son propre balado pour parler du sujet, la vie d'après, parce qu'il y a une vie après le cancer. Vous la connaissez tous, elle est native d'Amqui et vous l'avez vu sur nos ondes qu'elle aurait été journaliste à l'émission ici info.tvc, Zoé Huitala. Bonjour Zoé! Bonjour! Quel effet ça te fait de te retrouver dans ton ancien milieu de travail? Hey, ça me fait drôle. Je suis comme arrivée ici, puis déjà, je me sentais quasiment trop... J'avais peur d'être trop à l'aise. je suis même arrivée dans le studio avant toi, j'étais en avant. Tu connaissais le chemin! Mais ça fait super du bien. Mais aussi, je viens d'Amqui, donc c'est ça. Je viens souvent voir ma famille. Mais je n'étais pas revenue à la TVC, donc je suis vraiment contente. Ouais. Mais là, de te retrouver du côté de l'invité, non pas de l'intervieweur. Ben hein? oui, j'adore ça, je veux me pratiquer. C'est la première fois que ça m'arrive. Parfait. Donc, on va parler de ton balado, justement, qui s'appelle « La vie d'après ». Et je pense que ton intention, c'était d'apporter une vision différente aux gens de cette maladie-là. Oui, en plein ça. Quand j'ai eu mon diagnostic de cancer en 2018, que j'avais 26 ans, puis ce qui me faisait le plus de peine, qui me stressait, c'est que j'attendais seulement parler des histoires tristes qui se terminent malheureusement avec la mortalité. Puis quand tu te bats, quand tu vis un cancer et que tu essaies de t'en sortir, je dirais, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mot comme battre un cancer, le verbe battre, parce qu'on n'a comme pas le choix de se battre contre un cancer. Là. Mais c'est ça, je trouvais qu'on parlait pas assez des histoires qui finissent bien. Puis moi, j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin d'espoir, en fait. Puis il fallait que je creuse. J'ai fait des appels dans les hôpitaux, dans les fondations pour trouver des gens qui avaient eu un cancer du cerveau comme moi, qui s'en avaient sorti. Comment ils vivaient la situation aussi. Moi, ce qui me stressait bien gros, c'était la vie après. Parce que tu fais tes traitements et tout, mais après, qu'est-ce qui se passe quand tu recommences ta vie Est-ce que ta vie redevient normale? Est-ce que tu peux reprendre une vie normale? Effectivement. Est-ce que le stress descend, l'angoisse, etc.? Donc, c'était ça. Donc, je trouvais que je devais être pas la seule qui avait toutes ces interrogations-là. Puis je me suis dit, hey, moi, je cherchais, je trouvais rien. Bien, après, il va y en avoir d'autres qui vont vivre ça comme moi. Peut-être qu'ils vont avoir le goût d'en savoir plus, d'avoir des messages d'espoir, d'en savoir plus comment que les gens vivent ça. Donc, mon balado va être là pour ça, tout simplement. Et là, tu parlais que c'était peut-être difficile de trouver des participants. Tu as déjà fait plusieurs balados. Comment ça a été? Est-ce que ça a été long avant que tu puisses trouver des candidats ou c'est quand même les gens ont fait comme oui, j'ai une opportunité d'aller parler de ça, j'y vais? C'est sûr que je dirais que Facebook aide beaucoup. Aussi, je suis recherchiste dans la vie, là, en télévision. Depuis que j'ai quitté la TVC, je suis recherchiste en télé à Montréal. Donc, maintenant, je sais un peu, c'est ça que ça fait une recherchiste, grosso modo. Là. Ici, on fait tout, là, tu le sais, on fait la recherche avant l'entrevue et on fait l'entrevue. On occupe tous les sièges. C'est en plein ça, mais les gens que vous voyez dans des canaux très populaires, là, comme TVA, Radio-Canada, souvent, ils ont... Un poste pour chaque personne. Il y a un poste pour chaque... c'est ça, comme recherchiste. Donc, je fais la recherche pour l'animateur ou l'animatrice. Donc, je connaissais un peu déjà où aller, sur quel site, à qui demander pour avoir des invités. C'est sûr que j'ai écrit à quelques invités UDA pour voir s'ils avaient le goût de partager avec moi leurs histoires. Mais aussi, j'ai demandé dans un groupe de cancer de jeunes, parce que je voulais vraiment des jeunes cancéreux, cancéreuses, parce que
la vie d'après, tu sais, quand tu as 26 ans, la vie d'après, que quand tu en as 85 ans, il y a une petite différence quand même. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore checkées dans ta vie, des rêves que tu voulais réaliser, que là, tu te remets tout en question. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir quand même en bas de 45 ans à peu près. Là. Pas qu'en haut de 40... je dis pas qu'eux en haut de 45 ans sont vieux, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux juste dire pour finalement parler vraiment de la vie d'après. Fait qu'on peut parler de fertilité, on peut parler de mariage, on peut parler d'amour, on peut parler du travail, l'argent, etc. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Donc, sur un groupe Facebook, j'ai demandé s'il y en a qui avaient le goût de partager leur histoire. Comme qu'on fait nous, c'est des pré-entrevues, puis moi, je voulais seulement faire 8 épisodes. Donc, j'ai vraiment sélectionné 8 personnes que je trouvais qu'on allait dans des sujets différents, finalement. C'est ça, puis aussi, ça règle peut-être un autre préjugé, parce qu'on a souvent tendance à penser, les gens qui ont le cancer, c'est ceux qui ont 40 ans et plus, 50 ans et plus, 60 ans, mais il y en a beaucoup des jeunes, là. Oui. Et des mineurs aussi, des gens en bas de 18 ans qui ont le cancer très jeune. Oui, totalement. Puis, je tiens à dire, c'est tellement différent d'un cancer à l'autre aussi. L'âge, selon le cancer du sein, je sais que plus que tu es jeune, plus que c'est féroce. Cancer du cerveau, c'est différent, etc. Donc, ça permet aussi d'aller chercher de l'information un peu. Mais on n'est pas là, tu sais, je suis pas là pour dire que je connais le cancer. Je suis pas spécialiste. Là. On est vraiment juste là pour partager nos histoires de comment on l'a Des histoires vécu. qui ont bien fini, puis à quoi ressemble la vie après aussi. Oui, là. effectivement. Les spécialistes à l'hôpital sont là pour nous dire des pourcentages, des diagnostics, sont là pour nous parler de traitement. Nous, on est là justement pour faire « OK, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec ces informations-là, ce bagage-là? Comment tu t'en sors après? » Donc, on est vraiment là pour parler de ça. Souvent, on dit les gens, ça prend beaucoup de courage pour aller raconter son histoire. Tu réponds quoi à ça? Est-ce que c'est vrai, ça demande nécessairement du courage ou ça fait du bien de l'extérioriser? Je pense encore que je peux pas parler pour tout le monde. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens que j'ai envoyé des invitations qui m'ont jamais répondu, puis c'est peut-être ça. Peut-être ça leur tentait pas de parler de ça. Et il y a puis c'est pour ça que j'avais la difficulté, moi, à trouver des gens qui voulaient en parler quand que je voulais juste qu'ils partagent au téléphone avec moi ce qu'ils vivaient. C'est qu'il y a des gens, je pense, qui veulent juste plus jamais en parler. Plus jamais en parler, puis ou mettre ça derrière eux, puis continuer à vivre, puis c'est bien correct. Là. Fait que je dirais, moi, j'étais à l'aise d'en parler. Moi, je sais qu'avec mon entourage, même qu'on aime ça, dédramatiser, en rire. Oui. Mais je connais d'autres mondes que ça leur dérange pas de venir en parler avec moi. Mais eux, ça leur tente pas tant que ça de rire de ça. Ils sont comme, non, moi, là, ça me fait chier dans ma vie d'avoir un cancer, ça me tente pas de rire de ça. Tu sais, on vit tout différemment. Mais pour avoir écouté tes balados, je trouve pas que vous riez de ça, mais je trouve ça beau de voir des gens qui ont vécu une épreuve pas évidente et difficile et qu'aujourd'hui sont heureux, sont joyeux, puis ils rient parce que dans tes balados, vous riez beaucoup, il y a beaucoup de plaisir. C'est le fun de voir comme c'est intéressant que la maladie, elle détruit pas tout. Tu peux garder ta bonne humeur, tu peux garder ta joie de vivre malgré tout. Oui, comme je dis, il y a des gens qui on finit tous par en rire d'une certaine façon, c'est vrai. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est que la vie continue. T'sais, on le sait tout qu'on va mourir. On le sait tout, on le sait qu'on va mourir, puis on met ça dans une petite case dans notre cerveau, puis on continue à vivre. Bien, nous, on fait un peu la même chose, mais je dirais un step de plus. On va mourir, mais ça sera pas aujourd'hui. Ça sera pas aujourd'hui. Ça va bien pour l'instant, mais ouais, effectivement. Fait que je pense que c'est ça qui ressort finalement beaucoup de chaque témoignage. Et puis justement, à travers tes balados, puis avec les témoignages que tu as reçus, est-ce que tu as l'impression que tu as atteint ton objectif? As-tu eu le temps de faire un petit bilan, faire un petit retour arrière? Bien, on a fait 4 épisodes au début, je dirais avec pas beaucoup de budget, parce que veux pas, tu commences ça, est-ce qu'il va y avoir est-ce que les gens vont être à l'écoute, etc. Aussi, je suis pas connue, je suis pas une personnalité publique, là, donc c'est plus compliqué au niveau publicité. J'ai eu un article dans la presse après le premier épisode. Fait que là, après, on a décidé, parce que nous, on voulait 8 épisodes, puis là, il nous restait 4 épisodes à faire. Donc, on a décidé de mettre de l'argent de plus, puis là, maintenant, ça va être filmé, comme beaucoup de balados qu'on voit, là, que c'est pas juste audio, mais aussi filmé, à 3 caméras. Donc, je dirais que là, je suis rendue là, tu sais, je suis comme bouchée par bouchée.
T'es rendu à une autre étape. C'est ça, parce que c'est pas... On n'est pas venu me voir pour animer un balado. Je l'ai conceptualisé moi-même avec le budget d'une amie, comme qu'on a eu en commun justement à l'école, parce qu'on était à l'école ensemble. Qui a parti son studio de à balado. Montréal, oui, ouais. Et puis elle est super gentille. Dans le fond, c'est de ses poches, cet argent-là, mais c'est mon concept. Donc, on apprend ensemble, on fait ça ensemble. Puis on a décidé de mettre un petit peu plus d'argent. Là, ça va être filmé. On va voir la résonance que ça va avoir. Mais non, effectivement, par exemple, je me vois pas faire 4 saisons là-dessus parce que, un peu comme tout le monde qui ont eu le cancer, je pense que maintenant, on peut passer à autre chose. Le message va être passé. Après que le message va être passé, on va pouvoir travailler sur un autre message. Ouais, non, c'est ça. Je voulais juste un petit balado pour faire du bien des gens. Tu l'écoutes, peut-être dans 10 ans, tu en as entendu parler de mon balado, ça résonne rien en toi pour l'instant, mais peut-être dans 10 ans, oui, peut-être ta mère, ta sœur, ton père va avoir un cancer, peut-être toi, puis tu vas en avoir besoin. Mais effectivement, je suis une animatrice qui a décidé de faire un balado sur le cancer. Je suis pas une ancienne cancéreuse qui a décidé de faire un balado tout d'un coup de devenir animatrice. Toi, c'était juste parce que tu voulais raconter des belles histoires, malgré que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident à vivre, mais qu'on peut s'en sortir puis que la vie peut être belle même après. Oui, je voyais un sujet important avec ça, effectivement. Donc, il va y avoir une suite, il va en avoir d'autres, mais qui vont être filmés. Oui, il en reste 4 autres. J'en ai 2 de tournée. Il y en a un, justement, avec le journaliste de la presse, Dominique Tardif. Pas Tardif. Journaliste culturel, là. Il fait beaucoup d'artistes, des publications sur différents artistes un peu partout au Québec, là. Donc, vous pouvez aller le voir si vous voulez lire ses articles dans la presse. Mais je le reçois aussi en entrevue concernant le cancer qu'il a reçu quand il avait 14 ans. Dans le fond, il a reçu un diagnostic de cancer. Et puis ça, on devrait voir ça bientôt, j'imagine. Ils sont tous en préparation, mais on devrait voir ça quand? Dans le prochain mois, Dominique Tardy, c'est sûr. Okay. Puis après, j'ai une autre aussi qui est en montage présentement, qui s'appelle... c'est une photographe qui s'appelle Marie-Ève Richard. Elle, c'est le cancer de la peau. Mais oui, mais là, maintenant, tout va bien. Et là, as-tu d'autres projets qui s'en viennent, mis à part juste la vie d'après? Ou... je suis recherchiste toujours encore à Montréal sur différents projets. Je fais Coup de foudre animé par Sébastien Benoît. C'est une émission culinaire que j'aime bien. Je suis là-dessus présentement. J'ai travaillé sur d'autres projets durant l'année. Il y a aussi un podcast avec Marine Orsini sur l'approche aidance que j'ai travaillé aussi. Un balado, pas un podcast, un balado. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire en français, oui. Donc, c'est différents projets, c'est ça. Là, je travaille sur différents projets ici et là. C'est super le fun, là. Ouais, donc, tu t'ennuies pas? Ben non, mais là, quand même, j'en reviens souvent. Oui, c'est pour ça que tu reviens dans la région. C'est pour ça que j'en reviens souvent. Ben merci d'être venu nous voir. Voir l'ancienne équipe, parce que moi, je n'étais pas encore dans l'équipe quand tu as travaillé ici. Tu m'as remplacé. Ben c'est ça, j'ai pris ta place. Je t'ai laissé vacante. Je t'ai pas poussé. Oui, c'est ça. Tu m'as poussé en dehors. Oui, c'est ça. Ben merci beaucoup de ton passage. Merci à toi. Oui. Donc, ceux qui veulent écouter les balados de Zoé, La vie d'après, vous pouvez aller à l'adresse web www.balado.fm/production au pluriel /la vie d'après. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. La semaine dernière, j'ai lancé le défi du journaliste pour inciter les gens à donner un don à la Fondation Action Santé de la Matapédia. Jusqu'à maintenant, le montant amassé dépasse 250 $, ce qui signifie que je vais porter les talons hauts lors de l'événement « Chaussez vos talons » pour la Fondation. Mais on vous invite à continuer à donner des dons. Plus le montant sera élevé, plus je vais porter des accessoires. Et également, c'est pour aider la Fondation à acheter un colonoscope pédiatrique. Donc, pour tous les détails et faire un don, consultez la page Facebook de la TVC de la Matapédia. C'est ce qui met fin à cette édition du 10 juin de Info.tvc. Merci de votre fidélité. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode à Cause-Abscale. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur noire. C'est tout pour moi. Je vous retrouve vendredi prochain, mais ne manquez pas, mardi le 14 juin, notre émission spéciale Info.tvc Express où on met en valeur le succès de plusieurs matapédiens. Manquez pas ça.